Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Accès Direct pour une petite heure d'actu et de découverte sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, nous sommes à l'heure. Au sommaire ce soir, c'est une école qui veut redonner le goût d'apprendre à ceux qui s'étaient éloignés de l'éducation. Mon école extraordinaire Anne-Sylvieux accueille une cinquantaine d'enfants et d'adolescents. Autisme, troubles de l'attention, dyslexie, tous sont accueillis avec bienveillance. Je reçois dans un instant la directrice et fondatrice. Et puis ce soir, j'accueille l'équipe du Polyèdre à Sénonizou. Nous y parlerons notamment des 3e rencontres photographiques Regards et Cailloux. Et enfin, les créatrices de la marque Les Hirondelles me rejoindront tout à l'heure. Elles misent sur le Made in Rhône-Alpes et nous en dirons plus. Mais avant, Sébastien va apparaître. C'est la première fois que tu rentres par là. C'est pas facile parce qu'il y a de la musique. Bonjour. Bonjour. On attaque avec les titres du JT. On l'a évoqué déjà hier dans le journal, les conséquences de la sécheresse en Pays de Savoie. Avec ce soir, on part en direction de Chamonix. Oui, puisque Emmanuel Jaude et Juliette Vincent sont allés dans la grotte de la mer de glace pour constater en effet donc, les effets de cette sécheresse et des changements climatiques sur ce glacier mythique et historique. On verra qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé avec cette sécheresse. Et puis un site naturel réhabilité en Savoie, aussi. Du côté de Brison-Saint-Innocent, sur les hauteurs du lac de Bourget. Magnifiques images pour découvrir une ferme, la ferme Gigot, une ferme que tu as découverte, Fanette, avec François. C'est un endroit où les riches touristes avaient l'habitude de festoyer. On verra que le lieu a bien changé depuis. Voilà, et puis là on passe à la revue de presse. Faut que je me remette dans le rythme, Sébastien. Donc on va commencer avec un article du Dauphiné et un vote, on peut le dire, étonnant. Oui, j'ai choisi une revue de presse très suisse ce soir, puisqu'on prend donc la direction de la Suisse. Tu le sais, hein, les Suisses sont friands de votation. Ce dimanche, ils étaient appelés à donner leur avis sur l'instauration d'un nouveau système alimentaire. La première votation concernait une demande déposée par les Verts qui réclamait que le respect de l'environnement, des ressources et des animaux soit inscrit dans la Constitution, dans la production des biens agricoles. Résultat, environ 65% de non. Résultat assez étonnant. Et puis l'autre vote, lancé lui par le syndicat unitaire, proposait d'augmenter les droits de douane sur les produits alimentaires importés ne respectant pas les normes suisses. En gros, c'est tout ce qui se rapporte à la malbouffe. Et là aussi, le rejet est encore plus flagrant avec 71% de non. Morale de l'histoire, la malbouffe a encore de beaux jours devant elle en Suisse, malheureusement. Et puis des images impressionnantes, toujours en Suisse d'ailleurs. Oui, des images que j'ai trouvées sur YouTube, la plateforme YouTube, où on voit un pan entier du Petit Grépillon, une montagne du Val Ferré dans le Mont Blanc suisse qui se détache et qui provoque un effondrement de sérac. Fort heureusement, il n'y a aucune victime à déplorer. Je vous propose de regarder un extrait. Wow. Non, c'est encore sûrement une des conséquences du réchauffement climatique. En tout cas, c'est des images qui font un petit peu froid dans le dos. Quant à moi, c'est à moi de te lancer. Oui. Alors, Dominique Dor, plus que jamais sur le départ, le maire d'Aix-les-Bains. Voilà, tu l'avais reçu sur ce canapé d'ailleurs il y a quelques mois. Dominique Dor a connu, on le sait, une lourde défaite lors des dernières législatives face à la candidate En Marche, Tiffany Dejoie. Et selon nos confrères du Dauphiné Libéré aujourd'hui, il pourrait bien démissionner de son poste de maire avant Noël et peut-être même dès le mois d'octobre. Plusieurs sources concordantes en auraient fait état. Renaud Beretti, qui est déjà maire adjoint, est dans les starting blocks pour lui succéder. C'est ce qui était prévu si Dominique Dor avait été élu député. Donc Dominique Dor resterait conseiller municipal et surtout président de la communauté d'agglomération Grand Lac. Donc il ne tournerait pas vraiment la page de la politique. Il est élu maire d'Aix-les-Bains depuis 17 ans. Donc ça sera à surveiller. Et puis une ancienne Miss au Grand Cœur. Voilà, c'est une jolie initiative à lire dans Éco-Savoie-Mont-Blanc cette semaine. Miss Prestige Pays de Savoie 2015, Alicia Denis a créé une association il y a bientôt 2 ans, Prestige Poney. L'association vise à sauver les chevaux en péril et à leur trouver des familles d'accueil. Donc c'était souvent des chevaux destinés ou à l'abattoir ou trop vieux pour leur travail habituel, disons. Donc 8 chevaux ont déjà été placés, 14 autres sont en attente d'une nouvelle famille. Alicia et son association, pour ceux qui souhaitent la rencontrer, seront présents au salon Equidespace ce week-end
à La Roche-sur-Foron. On en reparlera d'ailleurs dans Accès Direct vendredi. Elle y présentera notamment une séance d'Andy Poney chaque jour. Donc voilà, une association à découvrir. Merci Seb, on se retrouve tout à l'heure pour le rappel. Et on passe à l'actu du jour. Je reçois la directrice d'une école atypique, Mon École Extraordinaire. Félicie Petit, bonjour. Alors donc, je l'ai dit, vous êtes la directrice, mais aussi fondatrice de cette école. Vous êtes la maman d'un ou d'une enfant neuro-atypique. Tout à fait, c'est une petite fille. Une petite fille. Grande maintenant d'ailleurs. Comment vous avez eu l'idée de créer cette école? Je suppose que ça répondait à un vrai besoin, vous l'avez constaté en tant que maman? Tout à fait, alors c'est cette petite fille qui justement m'a donné le signal de départ parce que nous étions sans solution de scolarisation pour elle. Donc j'ai fait l'école à la maison pendant une longue année et elle m'a dit un matin, mais maman c'est trop injuste, j'aimerais tellement redevenir une vraie petite fille. Elle est née d'une fratrie de 4 enfants, donc elle voyait les autres partir à l'école avec son sac à dos sur le dos. Et c'est la vie dont elle rêvait et une vie qui serait légitime pour tout enfant. Donc vous avez créé cette association il y a 3 ans. Qui sont les enfants accueillis à Mon École Extraordinaire? Alors, ce sont des enfants dits neuroatypiques qui souffrent soit d'autisme ou de troubles justement neuroatypiques, donc soit troubles des apprentissages, troubles d'attention avec ou sans hyperactivité, et enfin des enfants avec un haut potentiel. Alors des enfants avec autisme, le spectre de l'autisme est extrêmement large, donc nous accueillons des enfants avec un autisme dit profond, et puis des enfants avec un autisme plus léger, type Asperger. Je suppose qu'un projet comme ça, il a fallu du temps pour le monter. Quand on touche à l'éducation, je suppose qu'on est très surveillé. Donc comment ça s'est passé, la création de cette école qui se trouve à Anne-Sylvieux? Alors ça a été malgré tout très très vite parce qu'il y a une forte demande. Nous accueillons aujourd'hui 50 jeunes. Donc très vite, les familles se sont mobilisées autour du projet. Et puis des professionnels, je salue mon équipe qui est vraiment admirable, ce sont elles qui font toute la force du projet. Et puis un gros coup de pouce aussi de la mairie d'Anne-Sylvieux. Qui nous a mis à disposition et mis à la location des locaux exceptionnels, qui sont chaleureux, accueillants, qui sont une vraie maison pour se reconstruire. Donc vous l'avez dit, une 50aine d'enfants, c'est-à-dire que le besoin était fort. On a vu passer quelques chiffres. 20% des enfants avec autisme sont scolarisés en France seulement. Plus de 12% d'élèves sont en grande difficulté dans le milieu scolaire ordinaire. Qu'est-ce qui explique que ça se passe mieux dans cette école? Très concrètement, une journée type. Très concrètement, ce qui fait la différence, c'est que notre école s'adapte à chacun, tant au niveau du rythme qu'au niveau de la proposition scolaire et au niveau des outils. On a vraiment une prise en charge tridimensionnelle, tant éducative que pédagogique et thérapeutique. Donc tout un plateau technique, si j'ose dire, qui est là pour renforcer l'estime de soi chez chacun et pour le porter, pour que l'enfant se sente mieux, reprenne confiance. Parce que qu'est-ce qui manque aux enfants dans un système scolaire classique? Bien souvent, l'enfant est dans un moule unique et ce sont des enfants qui sont vraiment hors cadre et qui ont besoin qu'on réponde vraiment à ces multiples besoins. Ça implique aussi une très bonne formation de l'encadrement des enseignants, des professionnels qui encadrent l'enfant. Avec des profils très différents, des âges très différents, et tout ce petit monde, ça se passe bien. Tout ce petit monde cohabite extrêmement bien, tout à fait. Et au contraire, on grandit vraiment, ce principe d'inclusion est vraiment merveilleux pour tous, chacun a à s'enrichir de la différence de l'autre. On parle de parenthèse dans les documents de l'école. Ça veut dire que l'idée, c'est d'être un tremplin pour ensuite retourner vers un milieu scolaire ordinaire ou pas forcément? C'est tout à fait ça. Donc, on estime à peu près à 90% de nos élèves qui vont revenir dans le milieu ordinaire au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, le temps qu'il faut pour que l'enfant se reconstruise et surtout reprenne confiance en lui et trouve vraiment l'immense richesse qu'il a à être différent, à être extraordinaire. C'est vraiment notre mot d'ordre, rester extraordinaire. On a des enfants qui sont extrêmement sensibles, qui ont beaucoup à apporter à tout à chacun. Le monde de demain, les grands savants, les grands artistes, ce sont des enfants extraordinaires qui sont devenus adultes et qui l'assument très bien et mettent leurs compétences au service de tous. L'école ne met pas assez en avant ces différences-là, dans le sens positif du terme? Je ne souhaite pas polémiquer, mais je ne suis pas là pour ça, mais pas suffisamment à mon sens. L'idée de Méo, c'est aussi de cultiver d'autres choses que le scolaire.
Donc tout le côté artistique, tout le côté empathique, le vivre ensemble, ça c'est vraiment très très important et ce sont des enfants qui ont soif de tout ça. Alors, vous êtes accompagné et soutenu par l'Agence régionale de la santé au titre du dispositif expérimental. C'est un projet innovant. Ça veut dire que ce modèle d'école, il existe ou il pourrait exister Ce ailleurs? modèle existe tout à fait au Québec, au Canada. Je me suis vraiment inspirée de ces modèles-là, bien sûr en l'adaptant au système scolaire français. Mais c'est quelque chose qui peut être tout à fait duplicable et c'est vraiment notre souhait. En France, ça n'existe pas. Pas encore. Ce système tridimensionnel avec le plateau technique paramédical, l'éducatif et le scolaire, pas encore malheureusement parce que c'est quelque chose qui fonctionne excessivement bien. Et voilà, longue vie à Méo. Et ça va de 6 ans Tout à fait. à 16 ans. Donc, c'est vraiment pour tous les âges et tous les niveaux. Tout à fait. Donc, nous avons une école primaire de 6 ans à 11 ans. Et puis, un dispositif, c'est une structure d'accueil pour les enfants au collège et qui, là, accueille des enfants qui sont assez mal en point, qui souvent ont une rupture dans leur parcours scolaire et qui travaillent à partir du CNED. Donc, ce sont les cours par correspondance. L'idée est de rester au plus proche des programmes de l'éducation nationale en adaptant vraiment la prise en charge et pédagogique et éducative. Ça allait être ma question suivante. C'est une école privée. Si je ne me trompe pas encore sous contrat de l'État, mais c'est un objectif? Tout à fait, c'est vraiment notre souhait premier, d'autant que nous avons vraiment des rapports extrêmement proches avec l'éducation nationale. Nous sommes aussi de plus en plus centre référence par rapport à la connaissance justement de ces troubles-là. Et donc les portes sont grandes ouvertes pour venir consulter des ouvrages, venir prendre conseil pour des outils. Donc nous avons de plus en plus d'aide à la vie scolaire, du milieu ordinaire, d'enseignants qui viennent nous consulter. Donc le but, c'est vraiment aussi effectivement de nous rapprocher de l'éducation nationale. Vous êtes fière, je suppose, de ce parcours-là? Fière, je ne sais pas, c'est quelque chose qui... Oui, je suis surtout fière de nos enfants qui sont vraiment extrêmement volontaires, sont des petits bouts qui vont aller loin parce qu'ils ont des capacités formidables et qu'ils méritent d'aller loin. Il y a un coût, évidemment, à cette scolarité avec des systèmes de bourses et de dégressivité, je ne sais pas comment on dit, en fonction du revenu des parents. Donc, ce n'est pas une école élitiste. Non, surtout pas. Notre volonté, c'est vraiment d'accueillir tous les enfants qui auraient le besoin d'être accueillis chez nous. Et c'est pour ça que nous demandons des frais de scolarité à la hauteur de ce que les parents peuvent débourser. Jusqu'à vraiment pas grand-chose parce qu'on a beaucoup de familles dans une grande précarité, notamment les familles d'enfants avec autisme. Là aussi, c'est un long débat. Mais donc, nous avons de gros besoins financiers aussi pour le fonctionnement, pour aider ces familles-là. Eh bien, ça allait être ma dernière question. Donc déjà, n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez des proches qui pourraient être intéressés par cette école. Il y a le site internet, la page Facebook. Il ne faut pas hésiter à aller pousser la porte. Je suppose que vous les accueillerez avec plaisir. Et donc, de quoi vous avez besoin? Nous avons besoin de faire parler de notre projet avant tout, et puis évidemment de fonds pour que l'école continue à fonctionner. Nous fonctionnons à 40% avec des dons de particuliers, de fondations, d'entreprises. Voilà. Nous allons bientôt avoir une grande campagne de recherche de fonds, de crowdfunding. Donc tout sera sur le site, toutes les références et les dates de tout ça. Donc sur le site de Mon École Extraordinaire. Merci beaucoup d'être venu sur le Merci plateau d'Accès Direct. Merci. Maintenant, j'accueille nos invités culture du jour, l'équipe du polyèdre de Sénaux. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me rejoindre sur le plateau d'Accès Direct. Alors, Christine Frigéry, la présidente, et Myriam Rath, directrice adjointe du polyèdre. Vous êtes venus nous parler d'un des temps forts de votre saison, puisqu'on est au mois de septembre. Donc, il est le temps de prendre les agendas et de noter les rendez-vous de l'année. Le rendez-vous, les 3e rencontres photographiques, Regards et Cailloux, qui accordent une large place à la jeunesse. C'est le rôle du polyèdre d'ouvrir ses portes à la jeunesse? Entre autres, oui. Notre association existe depuis donc 40 ans sur la commune historique de Sénaux. Et en fait, le polyèdre ouvre ses portes à la jeunesse, mais également aux seniors et aux familles, en fait. La jeunesse est assez éloignée de l'art photographique?
Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'effectivement, la photographie à l'heure actuelle est accessible facilement avec, j'allais dire, les nouveaux moyens techniques, que ce soit les portables, etc., etc. Mais la démarche de Regard et Cailloux, qui est un événement qui aura lieu donc du 1er octobre au 31 octobre, avec des moments phares dans cet événement-là, donne surtout la possibilité à des jeunes de s'exprimer et de travailler sur un projet photographique qui est effectivement de la sensibilité au niveau d'expression, mais aller jusqu'au bout du projet, c'est-à-dire jusqu'au bout des tirages, de l'exposition au regard de tous. Regard et Cailloux, regard étant bien sûr le regard, les yeux, bien sûr, mais Cailloux étant dans le jargon photographique le nom de l'objectif qu'emploient les photographes entre eux. Voilà. Et donc très concrètement, comment ça se passe? Les jeunes peuvent rencontrer des professionnels et vraiment toucher du doigt leur métier? Alors, Regard et Cailloux se veut donc ce projet qui est de donner l'opportunité à des jeunes avec lesquels on a travaillé, qui sont porteurs de ce projet essentiellement qui viennent de l'atelier photographique du Polyèdre, qui est là en place depuis de nombreuses années. L'événement a lieu tous les 2 ans, là c'est les 3e rencontres. Et donc il y a un travail de réflexion et de travail et d'accompagnement sur leur projet photographique qui, pour nous, doit être entre guillemets, est-ce qu'on peut parler de niveau? C'est très mauvais le mot niveau, mais qui sont à la même dimension que des photographes amateurs ou professionnels. Pour nous, les gens qui vont venir voir cette exposition ne verront certainement pas la différence en termes de qualité, en termes de tirage et en termes d'exposition. Il y a de l'appréhension chez les jeunes d'exposer le travail. Est-ce que c'est une chose de prendre des photos avec son téléphone, les partager aux copains, mais d'exposer comme ça au même niveau, même si le mot ne pas, au même niveau que les professionnels, il y a de l'appréhension? De la fierté. La fierté, et puis je crois surtout que cet événement, il se veut ouvert à tous et leur démarche, ce projet, c'est effectivement l'exposition, mais c'est aussi tous les échanges et qui sont les liens, les échanges qu'il peut y avoir avec du public, avec des professionnels, avec tout public sur, j'allais dire, leur passion, la photo. Et c'est vraiment cette démarche au niveau du Polyèdre que l'on veut, qui est, je dirais, la valeur essentielle du Polyèdre, qui est d'ouvrir au plus grand nombre. Le moteur, le partage de compétences, qu'ils soient entre profanes ou professionnels, justement dans ce cadre-là, ou alors intergénérationnel. Les jeunes qui participent, est-ce qu'il est trop tard pour participer? Comment ça se passe? Non, il y a une sélection qui ont Il y a déjà une été sélection faites, qui ont été, voilà. Donc dans 2 ans, pour Dans cela. 2 ans, tout à fait. Donc bienvenue à toute personne et grand ouvert effectivement pour qu'on puisse dans 2 ans avoir de nouveau de la jeunesse qui s'implique dans des projets comme ce type-là. Et puis vous l'avez évoqué, donc c'est en lien avec l'atelier, parce que le Polyèdre, il y a une programmation culturelle, on va en redire un petit mot, mais donc il y a aussi des ateliers, etc. Donc il y a des choses qui se passent toute l'année. Toute la saison. Ou pour participer ou pour voir. Tout à fait. Donc justement, un mot sur la saison culturelle, puisqu'on est au mois de septembre. 1 ou 2 temps forts que vous souhaitez mettre en avant sur ce que les gens vont pouvoir voir cette année à Céno? Donc dans le cadre de nos scènes ouvertes, justement qui est un projet porté par l'une de nos adhérentes. Donc nous insistons bien sur la proximité et l'implantation dans la cité. Tout à fait. C'est un peu, si vous voulez, le radio-crochet de tout type d'art, que ce soit théâtre en poche ou que ce soit par le chant, par une production musicale. Et en fait, ils vont s'exposer devant un public. Bon, il y a une présélection qui est organisée. Et ils vont exposer justement le fruit de leur travail ou de leur passion devant un public. Et ça va leur donner un peu la température pour pouvoir continuer. Et là encore, c'est dans l'état d'esprit, les valeurs portées par le Polyèdre, ouvrir le plus possible à un public toujours plus large, la pratique culturelle au sens large. Justement, la rendre accessible, que chacun puisse venir comme il est, avec son âge, sa culture, son bagage,
On est agréé centre social, hein, donc on est vraiment, dans le cadre de la promotion pour tous, sans distinction, des valeurs culturelles, l'exposition, à travers les cycles justement et les ateliers, en fait, c'est pouvoir s'exprimer individuellement, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est la plus-value collective qui en sort. Un autre temps fort ? Il y a d'autres expositions. J'ai vu passer un visuel d'une artiste, de Clarisse Roche. Clarisse Roche, tout à fait, qui a exposé dernièrement au sein du Polyèdre. Ah oui, c'est sur toute, oui, tout au long de l'année, mais nous en avons des programmations, il n'y a aucun problème. Il suffit de regarder le site et il y a plein de choses programmées où effectivement on est pareil dans cette même dimension qui est de promouvoir à la fois, l'expression de chacun, mais pour qu'il soit ouvert à tous, essentiellement, et que l'ensemble, des habitants, de la population, etc., puissent s'approprier à la fois des lieux, des rencontres et créer du lien, surtout de l'échange, qui pour moi, pour le Polyèdre, pour nous, est vraiment essentiel et qui est la valeur, première au sein du Polyèdre. Eh ben, en tout cas, j'espère que ce troisième rencontre photographique Regard et Cailloux, donc du 1er au 31 octobre, on le rappelle, se passeront bien. Merci d'être venu sur le plateau. Et puis donc, toutes les infos sont sur le site internet. Tout à fait, avec une journée phare très importante, ouverte à tout public, le 20 octobre, du samedi de 9h à 17h, où ateliers, échanges de photographes, studios photos, etc., seront ouverts à tout le public qui voudra bien venir voir cette expo. Donc 20 octobre, vous pouvez noter dans vos agendas. Merci beaucoup et puis une belle saison à vous. Merci. Merci. On passe à l'initiative du jour. Claire Chiquet et Claire Alverne, je vous en prie, me rejoignent sur ce plateau. Vous êtes deux des trois fondatrices de la marque Les Hirondelles. Je vais retrouver mes petites notes. Voilà. Donc il manque Clarisse Cazenave qui porte la marque avec vous. Alors vous êtes lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat en multipliant les difficultés, si je puis dire. Donc il y a une marque de vêtements, de fabrication en alpine, éthique avec des prix à peu près accessibles. Vous n'êtes pas lancée dans une entreprise facile, comme ça, sur le papier. Non, c'est pas évident, mais on ne s'est pas lancé n'importe comment. On a commencé vraiment par aller rencontrer tous les fabricants et les tisseurs, les tricoteurs, tous les ateliers de confection qui étaient dans la région et de voir ce qui était possible de faire avec eux. Et c'est comme ça qu'on a construit la marque, en fait. C'est vraiment une collaboration avec nos fabricants partenaires, quoi. Oui, c'est bien une histoire de rencontre et de réseau qui fait que aujourd'hui c'est possible. Un mot avant de continuer sur votre travail, sur le nom, Les Hirondelles. Il vient d'où ce nom ? Il a plusieurs origines. Déjà, en fait, le projet est porté par Claire, Clarisse et moi, qui m'appelle Claire également. Et il s'avère que l'hirondelle, c'est l'animal totem du prénom Claire. Donc voilà. Et après, on a trouvé que c'est un nom qui apportait aussi pas mal de choses par rapport au côté renouveau, par rapport au côté saisonnier. Saisonnalité, merci. Et puis voilà, notre signature est venue naturellement pour que la mode dure plus qu'un printemps. Parce que justement, on veut se sortir du côté saisonnier de la mode et notamment de la fast fashion qui va toujours plus vite, et on se positionne sur des produits intemporels hors saison. C'est ça qui a déclenché l'aventure. Vous, c'est ça qui vous a vraiment motivé, sortir de cette fameuse fast fashion, donc c'est-à-dire la mode rapide, à petit prix. C'est ça qui vous a motivé, disons ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on portait toutes les trois les mêmes valeurs. On est toutes les trois engagées socialement. On vient au travail à vélo, on mange local, on fait attention à ce qu'on consomme, et on n'a jamais vraiment trouvé de vêtements à part du seconde main ou certaines petites marques très identifiées. Et c'était un peu ça, se dire, mais en fait, il y a quand même des choses des ateliers autour de chez nous qui savent faire les choses bien.
Et donc, vous l'avez dit, c'est possible, vous avez trouvé des fournisseurs. Donc, Tout à on fait. est vraiment sur de Made in Rhône-Alpes. Là, alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous avez apporté des vêtements Oui, et vous les portez. voilà, Toutes les deux, ce que vous portez en haut, ce sont des vêtements de votre marque. Tout ça est fabriqué en Rhône-Alpes. Exactement. À partir de matières aussi sourcées localement. Donc, par exemple, le chemisier que je porte moi est en coton. Le tissu a été tissé à Charlieu, donc chez les tissages de Charlieu, un des derniers ateliers de tissage en Rhône-Alpes. Et on a fait faire la confection dans un atelier près de Grenoble. Les pulls comme celui que porte Claire ou le pull homme qui est ici, la laine, c'est de la laine mérinos qui vient de Biella en Je t'en Italie. Alors, du coup, on n'est pas 100% français dans l'approvisionnement parfois, mais on est quand même dans un rayon de moins de 500 km, donc on reste dans la démarche éco-responsable. Et par contre, elle est tricotée, le fil est tricoté à Roanne, à côté de Lyon, et la confection aussi. Pour vendre du coup vos produits, vous avez fait le choix de la vente directe, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est aussi un choix de raison, c'est-à-dire que ça représente un certain coût cette production, donc pour que les prix soient à peu près accessibles. Alors j'ai regardé un petit peu tout à l'heure sur le site, alors en fonction des produits, par exemple là ce que vous portez. Par exemple le chemisier, on est à 80 €. Les pulls entre 110 et 145 selon la pièce. Ça dépend du poids voilà, le pull homme, il est quand même beaucoup plus épais et du coup, il sort un peu plus cher. Voilà, et c'est ça qui fait augmenter nos prix, c'est vraiment la matière première. Et après, on a des premières pièces, des premiers t-shirts qui sont à 45 €. 45. Voilà. Et puis il y a des petites pièces aussi et des accessoires en cuir. Voilà, on travaille aussi avec des chutes de cuir d'un artisan maroquinier. Et donc, la question, c'était le coût de production, forcément, est plus important. Du coup, le fait de limiter les intermédiaires, de l'éliminer même, ça vous permet de proposer ces prix-là. De réduire les marges, enfin, d'avoir juste notre marge, qu'on essaye de faire le plus raisonnable possible. Et de donner, du coup, accès à du Made in France accessible. Le développement de la marque, les hirondelles demain. Comment ça se passe? Alors, demain ou après-demain? Dans 5 ans. Non, l'idée, c'est donc nous, on vend en direct sous forme de ventes éphémères. Donc, on est pendant 3 jours dans un lieu atypique. On présente la collection, les gens essayent, passent commande. Et donc, de multiplier ces ventes dans différentes villes et d'agrandir progressivement le cercle autour d'Annecy. D'ailleurs, on vous retrouve ce week-end au Woodstock Garden pour ceux qui connaissent à Annecy. Et puis, il y a peut-être d'autres dates qui sont prévues, Chambéry, Lyon. On va, alors, la dernière nouvelle, c'est qu'on va participer au Salon du Made in France à Paris les 10, 11, 12 novembre. Donc, ça va être nos deux. Donc ça peut être un beau tremplin. Nos deux dates, ouais, voilà. Tout à fait. C'est aussi une tentative d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur d'Annecy, à l'extérieur de la région. Et oui, on est en train on a identifié des lieux sur Chambéry et autour. Maintenant, voilà, il faut activer tout ça. Votre objectif, quel objectif vous vous êtes fixé, disons, pour autour de l'entreprise et de la marque? Vas-y. Bon, à terme, du coup, d'en vivre, pour le moment, parce que pour le moment, vous travaillez à côté. On travaille chacune comme indépendante. D'embaucher petit à petit des personnes. D'ailleurs, on recrute pour janvier une stagiaire réseaux sociaux. Donc, voilà. L'appel est lancé. Exactement. Et puis à très long terme, on aimerait pouvoir avoir notre propre atelier. C'est quelque chose qui nous qui a du à sens. Cœur, Parce que on ne l'a pas dit, mais c'est vous qui les dessinez. Voilà, nous on dessine et on fait ensuite. Enfin, c'est Claire, du coup, la styliste du projet qui dessine. Et après, on a plein d'intermédiaires avec lesquels on travaille. Et aujourd'hui, ça nous fait très plaisir de donner du travail à des gens autour de nous. On espère que ça. Voilà, l'idée, c'est aussi de faire vivre ces ateliers-là et d'avoir de plus en plus de produits, une collection plus importante pour leur assurer plus de travail également. Et ben donc je rappelle, on vous retrouve ce week-end à Annecy au Woodstock Garden. Il y a la page Facebook, le site internet avec déjà de la vente en ligne.
Exactement. Voilà, toutes les infos sont passées. Merci beaucoup. Merci bien. Longue vie du coup aux hirondelles. Merci Merci d'être venue beaucoup. sur le Merci. plateau. Il est bientôt 18h30, l'heure du JT approche à grands pas. Seb me rejoint pour un petit rappel des titres et on commence avec la grotte de glace qui tire un peu la langue. Oui, conséquence du réchauffement climatique, conséquence de la sécheresse actuelle. La grotte de la mer de glace est en difficulté, il y a beaucoup de travaux. Elle va fermer, donc voilà, Emmanuel Jaude et Juliette Vincent sont allés faire un petit tour. Et puis un site naturel réhabilité en Savoie. Oui, la ferme Gigot du côté de Brison-Saint-Innocent, sur les hauteurs du lac du Bourget, un site que tu as découvert toi. C'était un ancien site où les riches touristes avaient l'habitude d'aller. On verra que Princesse Sissi. Princesse Sissi notamment, une de ses anciennes hôtes, et on verra que le site a bien changé dans ce joli reportage. Merci Seb, tu ne bouges pas, vous non plus, moi non plus. Tout de suite c'est le JT après une petite pause de pub.